Salut, c'est Olen, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, les capsules d'Olen proposent d'éclairer l'actualité, notamment par les prismes de l'histoire et de la philosophie. Dans ce format, je vous propose de suivre et tirer le fil de l'actualité pour comprendre ses enjeux profonds, nourrir nos réflexions communes et créer un impact positif. Le mois dernier, on avait décortiqué ensemble la panthéonisation des Manouchians. Ce mois-ci, on va parler du conflit israélo-palestinien. Difficile de passer à côté. Si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. Bien. Le conflit israélo-palestinien. Avouons-le, c'est un sujet qui est brûlant, difficile, complexe et toujours très clivant. D'abord, on parlera de la sidération qu'on a toutes et tous ressentie. Ensuite, on fera un retour sur un siècle de tension. Et enfin, on essaiera de définir ensemble les principaux termes qu'on entend beaucoup dans les médias traditionnels. Ah oui, et à la fin, on se demandera quand même ce que fout l'ONU et la Cour pénale internationale. D'abord, la sidération. Le 7 octobre dernier, on a toutes et tous ressenti le même choc face au massacre d'Israéliennes et d'Israéliens par le Hamas. C'est parce qu'il était inattendu et d'une violence sans nom. Aussi parce qu'on savait ce qu'il traduisait et préfigurait. La souffrance des civils gazaouis, tués dans les bombardements et dans les combats, privés de toute ressource vitale, condamnés à l'exil, et la crainte de voir un conflit d'envergure éclater dans la région et au-delà, accompagné d'actes terroristes et des violences intercommunautaires partout dans le monde. Mais il y a autre chose. On dirait que l'histoire fait marche arrière, n'est-ce pas? Nous voici de nouveau plongés dans un conflit sanglant qui dure depuis 1948 et qui ressurgit sans cesse. Comment est-ce encore possible? Après tout, peut-être qu'on ne comprend rien à la marche de l'histoire finalement. Ce qui se déroule actuellement au Proche-Orient, depuis plusieurs semaines, nous replonge dans des réalités que nous croyions dépassées. La question de la coexistence entre Israéliens et Palestiniens réapparaît crûment. On massacre avec une infinité cruauté des civils juifs de tous âges. On contraint des centaines de milliers de personnes à l'exil. On se remémore dans quel contexte ce massacre a eu lieu. On voit des axes interétatiques prêts à s'affronter. C'est comme si la flèche du temps n'allait plus vers l'avenir mais faisait demi-tour. C'est presque une évidence quand on y pense, car on sait bien que les conflits nouveaux naissent des mauvaises solutions d'avant. On en a la preuve avec les 3 conflits entre la France et l'Allemagne pour l'Alsace-Moselle, la récente réoccupation du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan ou les fantasmes poutiniens d'une Crimée russe. Tout cela peut et doit nous interroger sur notre vision de l'histoire. En 1952, le philosophe Léo Strauss publie un long article intitulé « Progrès ou retour ». Il commence par prendre acte de la crise de la vision progressiste de la marche du temps. Comment les penseurs des Lumières, ou les positivistes du XIXe siècle, pourraient encore affirmer qu'une fois que l'âme a atteint un certain niveau, intellectuel, social ou moral, il y a un plancher solide au-dessous duquel il ne peut plus redescendre. Pour Léo Strauss, cette thèse est empiriquement réfutée par la barbarisation incroyable dont nous avons eu le malheur d'être les témoins en notre siècle. Nous pouvons dire que l'idée de progrès, au sens plein et fort du terme, se fonde sur des espoirs totalement dépourvus de garantie. Il écrit ça en 1952 et nous pourrions dire la même chose aujourd'hui. Alors, faut-il plutôt concevoir l'histoire comme un retour en arrière? Ce terme résonne également avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Les Juifs, après la Shoah, ont fait un retour sur leur terre originelle pour pouvoir vivre enfin en sécurité, mais ce mouvement a provoqué des déplacements de population, la colonisation, a allumé des guerres et débouché sur du terrorisme. Demain se posera peut-être aussi la question du retour des exilés de Gaza. Léo Strauss souligne d'ailleurs la connotation éthique et religieuse de cette notion de retour dans la théologie hébraïque. Mais une telle idée de restauration fige l'histoire dans un rêve messianique. Il faudrait plutôt,
d'après lui substituer une solution purement politique, débarrassée de toute théologie. L'histoire n'est pas un retour à l'origine, ni même une succession de cycles qui partent d'un âge d'or pour se diriger vers la détérioration, puis la conflagration purificatrice. Elle est une négociation permanente sur les problèmes que l'on n'a pas encore résolus. L'histoire n'est pas un progrès linéaire ni un recommencement de l'origine. Elle est la tension entre les deux, une volonté de progresser qui est rattrapée et empêchée par les résurgences d'un passé négligé. L'histoire fonctionne comme par aller-retour, et le passé lui revient d'autant plus violemment à la figure qu'elle pensait en être définitivement guérie. L'histoire de ce conflit débute en 1920. Après la défaite de l'Empire ottoman, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, confie au Royaume-Uni un mandat sur la Palestine. Londres devient gestionnaire du territoire avec pour objectif de placer le pays dans des conditions politiques, administratives et économiques qui permettront l'établissement d'un foyer national juif et le développement d'institutions d'autogouvernement. Le 29 novembre 1947, la résolution 181, votée par l'Assemblée générale de l'ONU, prévoit une séparation de la Palestine en trois: un État juif, un État arabe et une zone sous contrôle international qui inclut Jérusalem et sa proche banlieue. Il est accepté par une forte majorité des représentants de la communauté juive de Palestine, mais rejeté par la quasi-totalité des représentants arabes de Palestine, comme par les États arabes voisins. Le 14 mai 1948, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël et la guerre israélo-arabe. Sans attendre la mise en œuvre hypothétique du partage de la Palestine, prévue par les Britanniques pour le 1er octobre 1948, David Ben-Gourion, futur Premier ministre de l'État hébreu, déclare l'indépendance d'Israël au dernier jour du mandat britannique, le 14 mai 1948, à Tel Aviv. Au lendemain de cette déclaration d'indépendance, à l'issue du mois de tensions et de violences intercommunautaires, les armées de plusieurs pays arabes voisins envahissent le territoire de l'ancienne Palestine mandataire. L'exode et les expulsions d'Arabes palestiniens, qui ont commencé avec les violences fin 1947, s'intensifient avec l'entrée en guerre d'armées arabes, essentiellement égyptiennes, jordaniennes, syriennes, libanaises et irakiennes. Ces attaques sont repoussées et se soldent par la conquête par l'État hébreu d'un vaste territoire, bien plus étendu que celui proposé dans la partition de l'ONU. Pour les Arabes palestiniens, c'est la Nakba, la catastrophe, qui scelle l'exil forcé de 600 000 à 800 000 d'entre eux. En 1967, la guerre des 6 jours éclate. Israël attaque l'Égypte en raison du blocus de ses navires en mer Rouge, considéré comme un acte de guerre en violation du droit international. Après un succès militaire rapide au Sinaï, Israël contre-attaque la Jordanie en Cisjordanie, puis la Syrie sur le plateau du Golan. C'était en même temps la première guerre de l'eau, comme on en avait parlé dans une capsule avec Thalès. En 6 jours, Israël occupe toute la péninsule du Sinaï et rétablit la circulation de ses navires par le détroit de Tiran en mer Rouge, mais étend aussi son occupation sur la bande de Gaza, la Cisjordanie, le plateau du Golan et Jérusalem-Est. La guerre provoque un deuxième exode estimé par l'ONU à près de 500 000 Palestiniens. La résolution 242, approuvée à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, souligne l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre, insiste sur la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable et demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés au cours du récent conflit. D'abord, sauvage, au regard du droit israélien, la politique de colonisation en Cisjordanie débute après la guerre des 6 jours. Cette colonisation est toujours considérée comme illégale selon le droit international, comme l'ont rappelé 11 résolutions de l'ONU entre 1967 et 2016. En 1973, la guerre du Kippour. Après des mois de tension, essentiellement côté égyptien, du fait de l'occupation israélienne du Sinaï, l'Égypte et la Syrie cherchent à envahir l'État hébreu par le sud et par le nord. Les forces armées israéliennes sont surprises le jour du Kippour, la fête la plus solennelle du calendrier juif, malgré plusieurs renseignements qui indiquent l'imminence d'une attaque. L'Égypte reprend le canal de Suez,
mais ne s'approche pas de la frontière sud d'Israël. Dans sa contre-offensive et avant le cessez-le-feu, Israël reprend une partie du canal et parvient à encercler une partie de l'armée égyptienne. Dans le Golan occupé par l'armée israélienne depuis 1967, les forces syriennes percent d'abord les défenses avant d'être refoulées. La contre-attaque de Tsahal entre sur le territoire syrien et s'arrête à 40 km de Damas. Les conséquences sont nombreuses côté égyptien et israélien. À Tel Aviv, une crise politique s'ouvre. Plusieurs généraux et responsables du renseignement démissionnent, de même que la première ministre. Les Égyptiens remportent des victoires militaires, ce qui pense les plaies de la défaite de 67 et leur permet de négocier sur un pied d'égalité avec Israël. Cette guerre facilite le lancement de pourparlers de paix entre l'Égypte et Israël, sous l'égide du président américain Jimmy Carter à Camp David. La paix est signée le 26 mars 1979. Le Sinaï est rendu aux Égyptiens en échange d'une reconnaissance mutuelle et de relations diplomatiques apaisées. Mais une partie des accords conclus concernant le sort de Gaza et de la Cisjordanie reste lettre morte. La première intifada, c'est-à-dire le soulèvement, éclate le 9 décembre 1987 à Jabalia, camp de réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, avant de s'étendre à l'ensemble de la bande de Gaza, puis à la Cisjordanie. Cette période est marquée par des émeutes violentes de la jeunesse, avec des jets de pierre sur l'armée israélienne, mais aussi des attentats contre la population israélienne et des conflits entre mouvances palestiniennes. L'occupation israélienne, les conditions de vie et les inégalités avec le voisin hébreu, puis la répression violente de Tsahal, sont autant de facteurs nourrissant cette guerre des pierres, qui a fait plus de 1000 morts côté palestinien et plus de 300 côté israélien. C'est dans le sillage de la première intifada que naît le Hamas, de son vrai nom, Mouvement de résistance islamique, pour qui le djihad doit mener à la création d'un État musulman sur toute la Palestine. Cette position radicale conduit à des affrontements sanglants avec l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, durant l'été 1992 qui font plus de 800 morts. En 1993, les accords d'Oslo. Après 6 années d'intifada et des pourparlers secrets pendant des mois entre négociateurs israéliens et palestiniens, les deux parties s'entendent sur leur reconnaissance mutuelle et sur leurs droits politiques mutuels et légitimes. Ce texte, signé par les deux parties, prépare un cadre pour la période intérimaire, dont le but est d'accompagner la Palestine sur la voie de l'autogouvernement. L'OLP de Yasser Arafat accepte le principe du découpage temporaire des territoires palestiniens en 3 zones, celles dans lesquelles le contrôle israélien cesse, c'est-à-dire les principales villes, celles où il est partagé avec les Palestiniens, et celles où il reste total. Le nouveau Premier ministre travailliste, Yitzhak Rabin, et son gouvernement reconnaissent l'OLP comme représentante légitime du peuple palestinien. Mais cet accord ne sera jamais appliqué en totalité par Israël. Alors que les factions palestiniennes hostiles aux accords multiplient les attentats, Yitzhak Rabin est assassiné en novembre 1995 par un militant de l'extrême droite israélienne, ce qui contribue à faire dérailler le processus. Certains négociateurs, comme l'Israélien Yossi Belin, estiment que le texte n'était pas allé assez loin, ne mentionnant par exemple pas d'étape menant vers le processus d'autogouvernement. Selon l'ancien ministre de la Justice, les opposants des deux bords étaient farouchement contre le partage des terres, et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour empêcher l'établissement de la paix. Le Hamas, du côté palestinien, cet Israélien qui a commis un massacre, et puis l'assassinat de Rabin lui-même. Tout cela, on ne s'y attendait pas. Fin de citation. De 2000 à 2005, c'est la deuxième intifada. En septembre 2000, l'ancien ministre israélien, hostile au processus de paix, Ariel Sharon, se rend à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. C'est le mont du Temple pour les Juifs. Cette visite controversée déclenche des émeutes palestiniennes dans les territoires occupés. Cette seconde intifada s'intensifie avec une vague d'attentats suicides commis par le Hamas et le djihad islamiste dans les centres-villes israéliens. En réponse, Israël multiplie les incursions militaires et entreprend dès 2002 la construction d'une barrière de séparation
reprenant en grande partie le tracé de la ligne verte, et mène des bombardements sur des cibles de l'autorité palestinienne et des groupes terroristes. Le nombre d'attentats suicides diminue à partir de 2004, mais sans pour autant cesser complètement. Plus de 1000 Israéliens et 3000 Palestiniens perdent la vie au cours de cette seconde intifada. Après la mort de Yasser Arafat en 2004 et remplacé en 2005 par Mahmoud Abbas, des contacts politiques reprennent entre Israéliens et Palestiniens. Mais Ariel Sharon, devenu Premier ministre d'Israël pendant l'intifada, fait adopter à la même période un plan de désengagement unilatéral de Gaza. Il prévoit l'évacuation de 21 colonies de peuplement implantées sur ce territoire et 4 en Cisjordanie, le retrait des forces militaires de Gaza, mais aussi le renforcement sécuritaire à la frontière israélienne, avec la création d'une zone tampon, le contrôle des frontières et de l'espace maritime et aérien. Enfin, Gaza reste dépendante à la fourniture d'eau, d'électricité et des moyens de communication fournis par Israël. 2007, le Hamas prend Gaza et Israël instaure un blocus. Côté palestinien, le conflit entre le Fatah, qui est une composante principale de l'OLP, et le Hamas dégénère après les législatives de 2006, remportées par ce dernier. Dès lors, les deux groupes se livrent à des affrontements violents qui conduisent à l'éviction du Fatah et de l'OLP de Gaza. Depuis, c'est le Hamas qui gère la bande de Gaza et le Fatah la Cisjordanie. En réaction, Israël impose un blocus sur ce territoire et ses 2 millions d'habitants à partir de juin 2007. Plomb durci en 2008, pilier de défense en 2012, bordure protectrice en 2014, gardien des murs en 2021, bouclier et flèches en mai 2023. Autant d'opérations guerrières qui témoignent de l'escalade de la violence entre mouvements palestiniens et israéliens. Aux milliers de tirs de roquettes palestiniennes, Israël répond par des raids aériens, des assassinats ciblés, parfois extrêmement meurtriers pour les civils. Les victimes sont à plus de 80% localisées en territoire palestinien. Ce graphique représente par année les personnes tuées dans le cadre du conflit entre les deux pays, sur le territoire de la Palestine ou celui d'Israël, de 2008 à 2023. Les données de 2023 sont partielles, car elles ont été arrêtées au 15 octobre. En mars 2011, Israël déploie un dôme de fer, c'est-à-dire un système antimissile destiné à intercepter environ 90% des roquettes tirées depuis Gaza. Au cours du mois et demi de la guerre de 2014, 4564 roquettes et mortiers ont été tirés depuis Gaza. Israël se fixe aussi pour objectif le démantèlement des tunnels, principalement côté égyptien, par lesquels le Hamas se fournit en armement. Une barrière, avec une partie souterraine pour empêcher la création de nouveaux tunnels, devait bloquer toute circulation de personnes ou de marchandises à des fins militaires. La construction de ces 65 km de béton et d'acier s'est achevée en décembre 2021. La situation en 2022 et début 2023 est marquée par des élections législatives. Benjamin Netanyahou en sort vainqueur et assure, en présentant sa coalition, la plus à droite de l'histoire d'Israël, que son gouvernement encouragera et développera le peuplement dans toutes les parties de la terre d'Israël, y compris en Cisjordanie. Que pouvons-nous faire à notre échelle ? Eh bien, faire attention aux mots. Nous voyons les récupérations politiques en France et partout dans le monde. Alors voici un petit lexique d'autodéfense intellectuelle. J'ai voulu simplifier au maximum les définitions, tout en rendant compte de leur complexité et la pluralité des opinions. Commençons par différencier le sionisme et l'antisémitisme. Le sionisme est un mouvement national d'une partie du peuple juif visant à la formation d'un foyer national juif et à l'autodétermination du peuple juif en terre d'Israël, correspondant à peu près à Canaan, à la Terre Sainte ou à la région de Palestine. À la fin du XIXe siècle, Theodor Herzl, un juif autrichien, est le premier à théoriser l'idée d'un État où tous les juifs du monde se retrouveraient car ils ne peuvent s'intégrer dans les autres sociétés laïques. Cet État, basé en Palestine,
est considéré comme un territoire antique sur lequel les Juifs auraient un droit. C'est le sionisme, une idéologie qui vient du mot Sion, la ville de Jérusalem selon la Bible. Après la Shoah, le sionisme aboutit à la création de l'État d'Israël. Antisionisme. Historiquement, l'antisionisme apparaît d'abord parmi les dirigeants traditionalistes juifs ou juifs assimilationnistes pour des raisons religieuses, puis parmi des dirigeants arabes et des officiers britanniques, quand la Grande-Bretagne obtient un mandat pour administrer le pays en 1920. L'antisionisme arabe-palestinien de l'époque se manifeste lors de la grande révolte arabe de 1936-1939, puis par la guerre israélo-arabe de 1948, tandis que l'antisionisme juif diminue fortement à partir de 1921 avec la nomination du rabbin Abraham Isaac Kook, puis se réduit encore davantage après la Shoah. La résolution 181 de l'ONU, qui accepte le plan de partage de la Palestine et valide l'établissement d'un État juif, constitue l'aboutissement du projet sioniste. Concernant l'antisionisme, il n'y a pas une définition, mais des définitions. Stricto sensu, l'antisionisme traduit l'opposition à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Mais après 1948 et la fondation de l'État d'Israël, et en particulier après la guerre des 6 jours et la première intifada, la situation géopolitique est devenue plus complexe. Avec elle, la notion d'antisionisme devient plus ambiguë. Le terme peut caractériser des prises de position aussi éloignées que la simple critique de la politique du gouvernement israélien ou l'exigence de son anéantissement. Ainsi, l'antisionisme est parfois dénoncé comme un nouvel antisémitisme, tandis que cette critique est rejetée par d'autres qui y voient une tentative d'empêcher la critique d'Israël. Comble d'ambiguïté, cette situation a engendré en Israël la création de mouvements néo-sionistes et post-sionistes, en opposition avec le sionisme des pères fondateurs, mais qui ne sont pas eux-mêmes nécessairement antisionistes. Dans ce contexte, les notions de sionisme et d'antisionisme ont évolué. Pour certains, c'est l'opposition idéologique de principe à Israël ou à la politique israélienne de manière générale, car Israël serait responsable de la situation et des conflits au Moyen-Orient. Ce sentiment est apparu en particulier dans le contexte de la guerre froide, dont le Moyen-Orient a été un théâtre de confrontation, et à la suite des résolutions défavorables à Israël adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU. Pour d'autres, c'est l'opposition à la politique de colonisation des territoires palestiniens occupés, car Israël et certains groupements se réclamant du sionisme y appliqueraient une politique expansionniste et coloniale dans la perpétuation du projet sioniste. Mais certains de ceux qui s'opposent à la colonisation rejettent cependant le qualificatif d'antisioniste, car ils ne s'opposent qu'à cet aspect de la colonisation qui, à lui seul, n'est pas assimilable au sionisme. Effectivement, le projet sioniste ne demande pas l'expansion territoriale d'Israël. Pour d'autres, c'est la condamnation de la situation des Arabes israéliens et des Palestiniens pour lesquels certains estiment qu'ils subissent des discriminations, parfois jugées proches de l'apartheid, voire qu'on perpètre à leur encontre des crimes de guerre, et ce parce que le projet sioniste serait par essence raciste. Pour d'autres, c'est l'opposition au caractère juif voulu par le sionisme de l'État d'Israël, car ce principe ne serait pas laïque et démocratique, mais religieux et racial. Pour d'autres, notamment dans le monde musulman, c'est l'opposition à l'occupation de Jérusalem et d'autres lieux saints de l'islam par Israël ou par des juifs. Pour d'autres encore, c'est l'opposition à l'existence d'Israël en tant qu'État, ce qui est le but principal du sionisme, car un seul État binational recouvrant toute l'ancienne Palestine historique serait légitime ou pourrait apporter des solutions au conflit israélo-palestinien. Pour d'autres, enfin, c'est l'opposition au droit à l'existence même d'Israël ou d'un État juif, souvent dénommé entité sioniste, car le sionisme n'aurait aucune légitimité et qu'il aurait spolié les Arabes palestiniens de leur pays. L'opposition peut alors aller jusqu'à réclamer l'anéantissement militaire d'Israël.
L'antisémitisme, c'est la discrimination et la haine des Juifs. Autrement dit, c'est du racisme. En France, les insultes antisémites sont passibles d'1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Il s'agit d'un phénomène très ancien qui s'est manifesté tout au long de l'histoire, notamment à partir de la fin du XIXe siècle. Pour l'Alliance internationale de la mémoire de l'Holocauste, l'antisémitisme est une perception des personnes juives dans laquelle s'exprime de la haine. Sa manifestation rhétorique et physique est dirigée contre les personnes juives ou non juives et leurs propriétés, envers la communauté juive et les institutions et infrastructures religieuses. La définition précise que la manifestation de l'antisémitisme peut prendre pour cible l'État d'Israël, perçu comme une communauté juive. Cependant, la critique de l'État d'Israël exprimée de la même façon que la critique de n'importe quel autre État ne peut être considérée comme de l'antisémitisme. Bon, la question qu'on se pose, au final, peut-on être antisioniste sans être antisémite ? Pour l'historien Dominique Vidal, il n'y aurait aucun point commun entre l'antisémitisme et l'antisionisme. L'antisémitisme, comme la haine des Arabes, la haine des Noirs ou la haine des Roms, est un délit poursuivi et sanctionné par tout un arsenal dans le droit français. L'antisionisme est une opinion à laquelle chacun est libre d'adhérer ou non. Il conclut en disant qu'il n'y a aucun point commun entre les deux. Être antisioniste ne veut pas dire qu'une personne est hostile à l'existence d'Israël, et encore moins qu'elle est hostile aux Juifs. Pour le député LFI Éric Coquerel, ce qui se joue dans la bonne compréhension de ces définitions, aussi complexes soient-elles, est ceci. On doit pouvoir critiquer la politique de Benyamin Netanyahou comme on doit pouvoir critiquer une politique de théocratie islamiste sans passer ni pour un anti-musulman ni pour un antisémite. Bien sûr, comme le rappelle l'historien Shlomo Sand, un antisioniste peut être antisémite. Il y en a sûrement beaucoup. Dans ce cas, les critiques du sionisme sont issues d'une certaine haine contre les Juifs. Dans son pays, l'historien est lui-même considéré par certains comme antisémite, car il critique la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou, le premier ministre israélien. L'historien tempère en expliquant qu'il existe aussi des pro-sionistes et donc pro-Israël qui sont antisémites. Ils veulent que les Juifs quittent leur pays pour rejoindre Israël afin d'en être débarrassés chez eux. C'est le cas en France du groupe Union Défense, le GUD par exemple. Selon l'ambassadrice d'Israël en France, Aliza Bin-Noun, les deux notions sont liées. L'antisémitisme aurait changé de forme. On ne peut pas séparer l'antisémitisme que nous connaissons depuis longtemps et l'antisionisme qui en est la forme réinventée. D'après elle, il n'est donc plus possible d'être antisioniste sans être antisémite. Elle dit « Il est indéniable que l'antisionisme sert de paravent à certains antisémites voulant éviter la justice. » En 2013, Alain Soral, essayiste d'extrême droite, condamné notamment pour injures antisémites et apologie de crimes de guerre et contre l'humanité, expliquait déjà être judéophobe, antisioniste mais pas antisémite. Enfin, l'écrivain et journaliste David Gakunzi voit sans l'ombre d'un doute de l'antisémitisme dans l'antisionisme, notamment lorsque les insultes « sale sioniste » prolongent « sale juif ». Pour lui, il appartient au même vocabulaire de traque, de stigmatisation, de salissure, charriant la même infamie. Ce détournement du vocabulaire est révélateur de la manière dont l'antisémitisme se déploie et se diffuse de plus en plus tranquillement, bien au-delà de ses cercles et noyaux initiaux. Fin de citation. D'autres définitions, colonisation ou crime contre l'humanité. J'ai choisi ces termes car ce sont ceux qui monopolisent le débat en France. À vous de juger lesquels vous semblent adaptés à la situation historique et actuelle. Rappelez-vous, en 2019, Emmanuel Macron suscitait la polémique en qualifiant de crime contre l'humanité la colonisation française en Algérie. Il demandait ensuite pardon pour ses propos, tout en refusant de présenter des excuses. Mais qu'en est-il de cette affirmation sur un plan juridique ? Le droit international appréhende-t-il la colonisation comme un crime contre l'humanité ? Selon l'Organisation des Nations Unies, le colonialisme est une pratique par laquelle un État étend sa souveraineté sur d'autres territoires,
par la force ou d'autres moyens, établissant ainsi un contrôle politique, économique et culturel sur ces territoires et leurs habitants. La colonisation, appelée aussi expansion coloniale ou expansion territoriale, est une expression utilisée dans différents contextes, mais elle est toujours associée à l'occupation d'un espace, une terre étrangère, sa mise en culture pour en exploiter les richesses naturelles et humaines et à l'installation de colons. L'ONU définit le crime contre l'humanité dans le statut de Rome, qui est le traité fondateur de la Cour pénale internationale. Selon l'article 7 du statut de Rome, un crime contre l'humanité est défini comme tout acte commis dans le cadre d'une action généralisée ou systématique dirigée contre une population civile en connaissance de cette attaque. Ces actes comprennent, entre autres, le meurtre, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, la torture et d'autres actes inhumains de nature semblable causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale. Le statut de Rome a été adopté en 1998 et il est entré en vigueur en 2002. Il vise à poursuivre et à juger les auteurs de crimes graves qui touchent la communauté internationale, y compris les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, le génocide et l'agression. La Palestine étant désormais membre de la Cour pénale internationale, la question est actuellement sous examen préliminaire au sein de cette juridiction. Le 3 mars 2021, le procureur a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la situation dans l'État de Palestine. Cette annonce faisait suite à la décision rendue par la Chambre préliminaire le 5 février 2021, laquelle a estimé que la Cour pouvait exercer sa compétence pénale dans la situation en cause et a statué, à la majorité de ses juges, que sa compétence territoriale s'étendait à Gaza et à la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Colonialisme ou crime contre l'humanité, on est en droit de se demander ce que fout la Cour pénale internationale. Je vais essayer de vous expliquer d'où on part et pourquoi c'est compliqué. En 1880, le juriste Carlos Calvo considérait qu'il existait un droit à la colonisation, droit qu'il qualifiait de patrimoine commun de l'humanité. Le processus colonisateur était présenté comme une œuvre de civilisation pacifique dans l'intérêt général de l'humanité et du commerce international. La France, disait alors le sociologue Albert Bayet, est investie de la mission de répandre partout où elle peut les idées qui ont fait sa grandeur. Elle a le mandat d'instruire, d'élever, d'émanciper, d'enrichir et de secourir les peuples qui ont besoin de sa collaboration. Le droit, cependant, se nourrit autant de la grandeur que des turpitudes du genre humain. Les valeurs juridiques évoluent au gré des sociétés elles-mêmes, et ce qui était jadis appréhendé comme un trésor de l'humanité est aujourd'hui qualifié de crime. La colonisation, en effet, rejoint d'autres comportements avec lesquels il a eu étroitement à voir, comme l'esclavage et la traite des Noirs, qui violent des droits de l'homme, mais également l'apartheid, une forme de crime contre l'humanité née d'un régime de ségrégation raciale constitué par les anciens colons européens. L'histoire montre que l'ONU reste tout de même une enceinte où la domination coloniale a souvent été condamnée. À plusieurs reprises, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné la domination coloniale. Dans sa résolution 2270, en 1967 par exemple, elle dénonce la guerre coloniale menée par le Portugal sur les territoires africains administrés par cet État et qualifie de crime contre l'humanité la politique de ce gouvernement qui, en procédant à l'installation d'immigrants étrangers, viole les droits économiques et politiques de la population autochtone. Le Conseil de sécurité, aussi, n'a pas hésité à considérer comme des menaces contre la paix et la sécurité internationale certaines hypothèses de domination coloniale, notamment à propos de la Rhodésie du Sud, aujourd'hui le Zimbabwe. Plus récemment, dans sa résolution 2334, en 2016, il a condamné toutes les mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut du territoire palestinien occupé depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction et l'expansion de colonies de peuplement, le transfert de colons israéliens,
la confiscation de terres, la destruction de maisons et le déplacement de civils palestiniens. Dans le même sens, en 2001, une sous-commission onusienne, celle de la promotion et de la protection des droits de l'homme, encourageait la reconnaissance de la responsabilité et les réparations pour les violences flagrantes et massives des droits de l'homme en tant que crimes contre l'humanité qui se sont produites durant la période de l'esclavage, du colon et des guerres de conquête. La Commission du droit international, qui est un organe des Nations Unies chargé de codifier et de développer le droit international, s'est elle aussi intéressée à la question du colonialisme. En 1989, elle qualifiait ainsi de crime contre l'humanité l'implantation de colons sur un territoire occupé. En outre, elle incriminait au titre de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité l'établissement ou le maintien par la force d'une domination coloniale ou de toute autre forme de domination étrangère en violation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans un premier temps, ces propositions ont été accueillies favorablement par les membres de la Commission, qui se sont dits sensibles aux conséquences et aux souffrances qu'entraîne le colonialisme. Mais ces dispositions ont finalement été abandonnées. En effet, la Commission n'est pas parvenue à définir avec suffisamment de précision cette notion de domination coloniale. En plus, d'un point de vue juridique, il est difficile d'aborder l'implantation de colons en tant que telle comme un crime contre l'humanité. C'est là le point critique. Faut-il condamner la colonisation ou ses conséquences ? S'il est difficile juridiquement d'appréhender le colonialisme, voire la colonisation, comme un crime contre l'humanité, en revanche, les conséquences inhumaines qui en découlent peuvent bien être qualifiées. La définition du crime contre l'humanité, retenue aujourd'hui dans le statut de la Cour pénale internationale, est large. Conformément à ce statut, des actes tels que des déportations ou transferts forcés de population, des persécutions, des emprisonnements, voire des meurtres ou réductions en esclavage sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Pour que cette qualification puisse être retenue, ces actes doivent s'inscrire dans un contexte spécifique, à savoir une attaque lancée contre une population civile. Attaque qui consiste à multiplier les actes inhumains en application de la politique d'un État. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en période de conflit armé, lorsqu'un État occupe un territoire, un certain nombre d'obligations s'imposent à lui. Or, conformément au statut de la Cour pénale internationale, le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire, constitue un crime de guerre. Le travail difficile auquel se livre actuellement le droit international est de distinguer l'idéologie et le processus qui sous-tendent la colonisation, d'une part, et leurs conséquences pratiques, d'autre part. Et nous l'avons vu, simplement à propos de définition, la question du conflit israélo-palestinien est infiniment complexe et idéologique. Encore une fois, si vous pensez que ces contenus vous sont utiles ou qu'ils peuvent l'être à d'autres, je vous invite à en parler autour de vous et faire un tour sur notre page Tipeee pour découvrir et soutenir l'activité du projet. Et si vous voulez recevoir ces contenus dans votre boîte mail avant tout le monde, sélectionnez l'abonnement à notre newsletter d'autodéfense intellectuelle. À bientôt!